Bien, on va démarrer, on va punir les gens ponctuels. Donc bonsoir à toutes et à tous. Très très heureux de vous voir, très nombreux. J'aurais dû annoncer il y a déjà 10 ans qu'on allait arrêter le café philo, parce que depuis que j'ai annoncé que j'allais l'arrêter, vous êtes plus nombreux chaque fois. Donc j'aurais dû faire cette annonce il y a 10 ans, je n'ai pas eu le réflexe. Bien, donc bienvenue pour cette nouvelle soirée. Alors quelques annonces comme nous les faisons chaque mois. Demain, vous avez les flyers à l'entrée, je pense que certains d'entre vous les ont pris. On a notre colloque Thémar. Alors Thémar, très rapidement, c'est mon bébé préféré. En tant qu'adjoint à la culture, c'est quelque chose que j'ai créé en 2012. C'est une manifestation assez unique. Il y a un seul équivalent un peu à Marseille. On demande à des plasticiens et à des philosophes intellectuels au sens large de se réunir pour croiser leurs regards sur une même thématique. Alors on avait eu la chance de démarrer très très fort en 2012 puisqu'on avait reçu Luc Ferry sur Mythes et légendes, mais on a reçu depuis, pour une petite commune comme la nôtre de 26 000 habitants, toutes les stars de la philosophie française, Rennes, Cynthia Fleury, Boris Cyrulnik qu'on va retrouver ici. Donc il y a une très belle exposition, on l'a inaugurée hier soir, très très intéressant. Les artistes ont bien travaillé. Le thème c'est l'harmonie cette année. On nous reprochait d'avoir des thèmes un peu négatifs. Les crises, la révolution. En fait, les artistes aiment bien les thèmes négatifs parce que les artistes sont souvent dans la dénonciation, dans la protestation. Et c'est vrai qu'ils ont été troublés quand j'ai proposé ce thème harmonie. Du coup, j'ai été obligé de modifier le premier texte que j'avais rédigé pour essayer de déclencher leur inspiration. J'ai parlé de l'harmonie des contraires chez Héraclite et hier soir, lors de l'inauguration, il y a 3 d'entre eux qui m'ont repris cette idée de l'harmonie. J'ai dit l'harmonie, c'est pas la zénitude, c'est pas le calme plat, c'est aussi le contraste, l'harmonie des contraires, l'opposition qui dépasse la contradiction, c'est aussi tout ça l'harmonie. Donc ils ont fait un très très beau travail, vous allez voir, je vous invite vraiment à aller voir cette exposition, elle est tout à fait passionnante. Et puis comme chaque année, donc un colloque. Alors cette année, sur l'harmonie, on a essayé, parce que c'était un peu la tradition, et puis c'est vrai que souvent, le public, pas vous, est un peu bête, pas vous, vous êtes remarquablement intelligent, mais le public, à part vous, est un peu niais. Si on n'a pas des people, si on n'a pas des gens vus à la télé, ils ne se dépassent pas. Donc on n'a pas cette année de people. Mais on a beaucoup mieux que les people. Donc on a essayé d'avoir Mathieu Ricard, enfin des gens comme ça. Ça a épuisé le budget de la mairie pour les 20 ans à venir, et c'était pas possible, et puis de toute façon ils ne voulaient pas venir. Donc du coup, moi je me suis retourné vers mon cercle préféré. Donc demain il y aura à nouveau notre intervenante de ce soir qui va nous parler de l'Orient, l'harmonie vue du côté de l'Orient, les sagesses de l'Orient. Elle a fait un café philo un petit peu sur ce thème, mais elle ne va pas se répéter, ça sera tout à fait différent. Il y aura ma chère Virginie Langlois, avec laquelle je viens d'écrire un livre sur la philosophie quantique, qui parlera de la sagesse quantique et de l'harmonie telle qu'elle est renouvelée par le regard qui nous vient des physiciens quantiques. Et moi, je fais l'harmonie collective. C'est un thème que j'avais traité il y a très très longtemps au Café Philo de Sanarige, donc j'ai dit tiens, je vais un peu le reprendre, le revisiter. Voilà, donc on aura demain à 15 h à Gérard Philippe, en accès totalement libre, ce colloque. Ensuite, on a la librairie Charlemagne qui vous proposera des ouvrages, pas seulement ceux des intervenants, mais une sélection d'ouvrages sur le thème de l'harmonie, des sagesses. Voilà, donc il y aura un beau stand de la librairie Charlemagne. Voilà, donc vous êtes vraiment conviés et en parler un peu autour de vous, parce qu'encore une fois, je n'ai pas d'inquiétude, mais j'ai une toute petite perplexité par rapport à l'absence de grands noms vus à la télé dans cette 8e édition de Thémar, et je pense que le public sera quand même intelligent et viendra, mais aidez-nous, aidez-nous, on a encore le temps, 15 h demain à Gérard Philippe. Alors concernant les événements qui vont suivre, il y a bien sûr les prochains cafés philo, avec des habitués. Le 6 mars, c'est Michel Ferrandi qui m'avait succédé en prépa de classe commerciale à Dumont-d'Urville, qui traitera le désir heureux. Ferrandi prend chaque année un peu le thème des concours des écoles de commerce et puis le revisite à sa manière. Donc le désir heureux, c'est un peu moi qui l'avais suggéré le titre quand même, je suis pas, j'ai une petite responsabilité. Et puis alors le 10 avril évidemment, il était là pour les 10 ans du Café Philo, il revient, c'est mon ami Boris Cyrulnik, Écriture et Croyance. Il a écrit un livre qui s'appelle Psychothérapie de Dieu, qui est une merveille. Et donc on aura le grand bonheur d'avoir Boris Cyrulnik. Alors là on le fait sur réservation parce que sinon on va pas
Faut pas, moi, j'ai pas envie, en tant que président du Café Philo, de finir à la Farlette parce qu'il y aura une émeute à l'entrée de l'auberge provençale. Je ne suis pas d'accord. Hein. Donc, c'est sur réservation. Il y a un petit droit d'entrée parce que je donne bien sûr une indemnité médiocre, mais quand même, je me sens obligé de donner une indemnité à Boris qui est demandé de partout. Il me demande rien, lui, hein, c'est pas lui qui me demande quoi que ce soit, mais je pense que ça me paraît élémentaire de lui donner une indemnité. Voilà, donc ça sera le 10 avril, écriture et croyance, ça sera un grand moment, très très certainement, comme tous ceux que nous vivons depuis des années avec Boris Cyrulnik. Valérie est une grande intervieweuse de Boris Cyrulnik. Hein. Elle est intervenue dans la région plusieurs fois. Et c'est une grande intervieweuse, Valérie aussi. Hein. Voilà, donc ça c'est les événements. Et puis, pardon de me mettre un peu en avant, mais vous savez, ma mégalomanie a dépassé les frontières du département, donc il n'y a pas de souci. Le 10 mars, on va refaire à l'auditorium de Gérard Philippe, à la Garde, la conférence qu'on a faite au Pradé, qu'on a faite en Corse à 3 reprises, qu'on va faire à Lyon, à Marseille, avec Virginie Langlois, sur notre livre « Dessine-moi un chat de Schrödinger ». C'est une conférence un peu inhabituelle, c'est en fait une conférence théâtralisée. On a travaillé avec une comédienne professionnelle qui fait partie de l'équipe éditoriale de la maison qui nous a publié. Et donc, on présente quelque chose d'assez... Des personnes peuvent vous en parler hein, dans la salle, elles ont assisté à ça. Je ne crois pas forcer le trait en disant que c'est un choc. On a des gens qui nous ont dit on s'est retrouvé dans un état de conscience modifié en vous écoutant. Et on a une autre personne qui nous a dit, ça paraît négatif, c'est hyper positif, à un moment donné, j'ai baissé le rideau. Je ne pouvais plus vous écouter, ça remettait trop de choses en cause en moi. J'étais pas prêt. Je lirai votre livre, je reviendrai vous écouter, mais là je ne pouvais pas. C'était trop bouleversant pour moi. Voilà. Donc, et en Corse, on a eu les mêmes réactions. Donc, une conférence qui déménage, passez-moi l'expression, qui est tout à fait, qui sort complètement des sentiers battus. Donc, ça sera le 10 mars dans l'auditorium de la médiathèque, bien sûr, là aussi. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Il fait 100 places notre auditorium. Là aussi, les responsables politiques de la Garde n'ont pas envie de finir à la Farlette, donc pas d'émeute à l'entrée de l'auditorium. Une fois qu'il est plein, on ferme les portes. Et on passe à autre chose. Voilà, donc les quelques annonces que je voulais faire. La dernière, comme chaque mois, je vous annonce, pour ceux qui veulent prolonger les débats, c'est toujours un moment très sympathique, le dîner qui nous attend à l'auberge provençale tout à l'heure, au prix inchangé de 25 €, une terrine maison, une volaille aux pleurotes, un gratin dauphinois. Alors je signale au passage, pour ceux qui l'ignoreraient, que certaines personnes viennent à genoux depuis Toulon, comme dans les pèlerinages religieux, pour goûter le gratin dauphinois d'Albert, qui est un truc mais invraisemblable. Vous n'avez pas l'équivalent dans tout le pays. Hein. Voilà, le gratin dauphinois d'Albert, c'est quelque chose d'assez inouï. Donc voilà, dessert, café et vin compris. Donc tout à l'heure, après l'exposé de Valérie et avant le débat, on demandera aux personnes qui veulent rester partager ce moment avec nous, très sympathique, de lever le doigt pour qu'on puisse prévenir les cuisines de l'auberge et qu'il ne manque pas une assiette ou un couvert à table, c'est toujours un peu désagréable pour tout. Alors Valérie, j'ai même pas envie de la présenter, c'est une fidèle entre les fidèles. Et si vous êtes si nombreux, c'est parce que vous connaissez la qualité de ses propos. Elle va nous parler d'élégance, regardez un peu l'élégance de Valérie. Enfin, elle pourrait simplement monter sur la table et puis s'arrêter. Je lui ai proposé de faire ça, mais elle n'a pas voulu, elle est pleine d'humilité. Tout est dit dans la tenue de Valérie. Bon, donc elle est venue plusieurs fois, depuis des années, c'est une fidèle, elle vient de Marseille, Valérie. Donc elle est professeure de philo, elle donne des cours dans les écoles de journalisme à Marseille, elle a une très belle association qui s'appelle Philoson. Elle n'a pas attendu la mode récente pour faire de la philosophie avec les enfants, elle fait de la très belle philosophie avec les enfants. Elle n'a pas attendu la mode pour faire ça, voilà. Donc c'est quelqu'un d'extraordinaire, Valérie, je lui dis, elle le sait, c'est pas de la démagogie, c'est pas de la flagornerie, elle sait à quel point j'ai une sympathie et une admiration immense pour elle, je suis très très heureux de l'avoir avec nous, et puis vous la retrouvez demain, donc il n'y aura pas d'overdose, hein, vous risquez absolument rien, vous pouvez venir la réécouter dans le hall de Gérard Philippe et elle sera à nouveau passionnée. Voilà ma chère Valérie, je suis très très heureux de te dire, elle qui a proposé ce sujet
j'ai immédiatement sauté au plafond parce que c'est vrai que c'est un sujet rarement traité. Et c'est un très très beau sujet, l'élégance, très très beau sujet. Alors on saura peut-être tout à l'heure ce que c'est l'élégance, voilà. Quels sont les contraires de l'élégance aussi. Donc Valérie, on t'écoute. Merci beaucoup Philippe. Bonsoir. Je n'ai pas prévu de monter sur la table. Non. Malgré le petit verre de blanc qu'on m'a servi gentiment en arrivant. Peut-être demain, Gérard Philippe. Peut-être. En revanche, j'ai ramené une musique. Vous savez que voilà, je l'avais fait la dernière fois et vu que j'ai eu l'accord du maître, je récidive voilà, sans finir à la Farlette, c'est ça? La Farlette. C'est notre plus J'espère ne pas y finir. Hein. Très bien. L'élégance. Alors, j'aurais pu commencer par Coco Chanel, par une allure. J'ai voulu vous proposer une allure la plus symbolique qui soit pour moi, c'est celle de Mohamed Ali, Cassius Clay. Pour moi, c'est l'incarnation même de l'élégance et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Particulièrement dans un combat, celui durant lequel il a gagné pour la deuxième fois son titre de champion du monde. Tout le monde s'en souvient, on est à Kinshasa. Il va boxer contre George Foreman et il annonce au départ qu'il dansera comme une abeille et le piquera comme une guêpe. Sauf qu'une fois sur le ring, vous vous souvenez de ce mythique combat en 1974, une fois sur le ring, Mohamed Ali ne bouge pas. Et les 5 premiers rounds se laissent totalement frapper par Foreman sans réagir. Il l'épuise en définitive. Et puis à partir de ce 5e round, les choses changent, effectivement. Il se réveille et Foreman prend une pluie de coups qui le met au tapis. C'est vif, l'élégance. Je crois que cette idée, elle est là. On va commencer comme ça. C'est un coup d'abeille, c'est le pic de Socrate qui sait dans la conversation au moment où il faut intervenir. C'est Mohamed Ali, c'est cette idée d'une imprévisibilité. L'élégance, Harry, ce n'est pas la beauté. Je vais essayer de vous le démontrer ce soir. On ne la reconnaît pas, on ne s'y attend pas. Et elle est véritablement dans ce mouvement de surprise. Alors pourquoi Mohamed Ali aussi? Parce qu'elle est éphémère et que son destin nous touche. On connaît tous la fin de carrière de Mohamed Ali. J'ai retrouvé un texte dans Libération, un article que Jean-Claude Barrès avait écrit le jour du décès de Mohamed Ali. Il dit, voilà ce qu'il dit: par sa vitesse, son jeu de jambes et ses esquives d'un temps nouveau, Mohamed Ali a inspiré des générations de boxeurs. Au début des années 60, le style d'Ali est une parfaite hérésie. Campé derrière un excellent jab, donc le direct du bras avant, moi je précise entre parenthèses, c'est pas moi qui le savais. Il boxe sur le reculoir et lui les frappe par ses mouvements de buste. Il n'y a pas de doute, le punch est là. 3 ans d'inactivité, vous vous souvenez, son refus d'aller au Vietnam. Ali ne sera plus jamais le même, d'accord? Il vole toujours comme un papillon, pique toujours comme une abeille, mais déjà devient vulnérable. Et dans le film qui lui sera consacré, qui est sorti en 2014, dans ce documentaire, Ali nous confie une parole très forte. Il nous dit, avec une articulation qui déjà est difficile à l'époque, il dit: j'étais le Concorde de la boxe, au-dessus de tout le monde, j'allais plus vite que les autres, mais on ne peut pas rester au sommet indéfiniment. Et c'est cette éphémère de l'élégance que je voudrais visiter avec vous ce soir. Alors son humanité aussi, une élégance qui est forcément singulière, celle de Mohamed Ali, singulière aussi celle de Coco Chanel, j'aurais pu la prendre comme exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi cette dimension de vulgarité au départ. On parle d'hérésie pour la boxe d'Ali, on parle aussi de vulgarité pour le style de Coco Chanel, qui ensuite deviendra effectivement une pureté, un modèle pour tous les créateurs qui lui succéderont. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Une certaine désinvolture également. Et en même temps une rigueur. Ils sont animés de grâce, mais cette grâce est toujours floue. Ils ont une sobriété et en même temps manifestent une puissance.
Et je crois qu'on touche là à ce qu'est l'élégance. C'est ce paradoxe à chaque fois, effectivement, de quelque chose qui se pose dans le réel en contradiction avec ce réel lui-même. Alors c'est d'abord un style, c'est une manière de s'habiller, une aisance qui distingue la personne du premier regard. Alors on la reconnaît chez les femmes, chez les hommes, dans la course d'un cheval, dans un appartement bien équipé. Mais toujours cette singularité dont on va essayer de comprendre effectivement comment elle émerge. Alors ce n'est pas la mode non plus, l'élégance, on le sait. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de code, il n'y a pas de loi auquel on pourrait s'accrocher pour essayer de faire se manifester cette élégance. C'est une distinction de parure, une manière d'être particulière, une manière surtout de se mouvoir. Ça aussi, ça me tient à cœur et j'aimerais qu'on en discute peut-être tout à l'heure ensemble. C'est un mouvement, l'élégance. Ça n'est absolument pas une beauté figée. Voilà, ça n'est pas statique et on va essayer de voir pourquoi. On a peut-être la solution. Alors, pourquoi on a la solution? Parce qu'il n'y a pas d'élégance sans esprit. Même au plus sensible du corps, l'élégance semble manifester quelque chose de l'esprit. Et on va essayer de voir, notamment avec Balzac, ce qu'il en est de cet esprit qui se manifeste dans le geste, dans l'allure ou dans la manière d'être élégant. Alors, je vous propose 3 moments. On va commencer par une élégance dans la forme, c'est peut-être la plus simple. Une élégance en quelque sorte extérieure. Et puis ensuite, on ira dans les effets élégants. Qu'est-ce qui produit l'élégance dans les effets perçus autour de nous? Dans un 3e temps, le style. C'est aussi un style, l'élégance. Certaines d'entre nous savent être élégants. Et un dernier moment où j'aimerais peut-être vous parler d'élégance, d'exister. Vous savez, ça me tient à cœur cette métaphysique. Voilà. Alors la forme. Commençons par les formes, ou la forme élégante. Alors comme je vous disais, ça n'est pas la beauté. La beauté, c'est l'ordre, c'est l'harmonie. Breton nous donne une très belle définition de l'élégance de la forme. Il dit « La beauté sera convulsive ou elle ne sera pas ». Voilà. Une beauté élégante, c'est une beauté convulsive. L'élégance rajoute, en quelque sorte, ce mouvement saccadé à la beauté, lui empêche d'être figé. Et il dit également que cette conception, comme tu le disais, n'est pas statique et qu'elle ne sacralise pas la beauté. Elle la laisse vivante. Donc quelque chose effectivement de convulsif, en mouvement, vivant, qui n'est pas ordonné, qui n'est pas statique, qui est dynamique et qui se donne par saccade, nous dira Breton. Alors, c'est pas non plus la grâce, l'élégance, c'est pas non plus l'harmonie, c'est une forme d'aisance, en quelque sorte, une forme d'équilibre dans les formes, et on en parlera sûrement demain encore. Mais il y a quelque chose dans l'élégance qui relève d'un équilibre dans les contradictions. C'est par exemple Flaubert qui nous dit « Un gilet de toile dont la coupe élégante rachète la vulgarité de l'étoffe ». Et je trouve que cette citation est intéressante parce qu'on voit cette élégance flirter avec la vulgarité et néanmoins apparaître. Donc elle ne se réduit ni à l'ordre, ni à l'unité, ni à la beauté elle-même. C'est peut-être un corps qui est élégant, mais qui est toujours flexible, des jambes, un galbe, un geste, mais il y a toujours à la fois cette rapidité, ce mouvement et cette simplicité. Concernant la séduction, qu'est-ce qui nous séduit alors dans cette élégance de la forme? C'est l'attraction, c'est la possibilité même de saisir cet objet. Et l'élégance de la forme, c'est simplement une élégance dans l'apparaître, donc elle est forcément fugitive. On pense tous à la chanson de Brassens, Les Passantes, qu'il regarde, vous vous souvenez, dans le train, descendre du train, et auquel peut-être il n'adressera pas la parole, jamais. Donc c'est vraiment cette idée d'éphémère, d'apparition, d'un objet de plaisir qui produit l'attraction, l'attirance, qu'on ne retient pas. Peut-être le deuxième moment de l'élégance, c'est l'effet. Alors cet effet, c'est quoi? C'est pas du tout la mode. C'est l'idée d'une délicatesse, d'une distinction, d'une finesse, d'une galanterie, d'un goût, d'un raffinement et peut-être même d'une certaine tenue. On parlera même dans le littré d'urbanité. Donc une manière de se disposer aux autres, vous voyez, de produire en quelque sorte cet effet parmi les autres.
donc de se distinguer. Et là, c'est assez intéressant. L'élégant ou l'élégance, c'est celui ou celle qu'on ne repère pas nécessairement par sa forme, mais par sa distinction, par le fait qu'à un moment, sa présence se distingue des autres du fait de sa différence. Voilà, donc il faut qu'il y ait ce contexte pour que l'élégante ou l'élégant apparaisse. C'est ce qui relève donc de cette urbanité dont le Littré parlait. C'est une qualité de goût. C'est aussi, en quelque sorte, ce qui va produire un enchantement dans la séduction, avec presque peut-être un sortilège. On va en fait, effectivement, être saisi par cette différenciation. On va trouver, en quelque sorte, une aisance naturelle, mais qui ne le sera pas. Et là, on ne peut pas ne pas penser aux sophistes et à leur manière d'apparaître, dont Platon parlait et Socrate parlait. Pourquoi le sophiste nous paraît élégant? Pourquoi Gorgias l'est? La plupart du temps, il dit des mensonges. En tout cas, il ne dit pas ce qui est. Et pourtant, il se distingue des autres. Il paraît fin. Pourquoi? Parce que son discours est travaillé, parce que son discours n'est pas le même que celui des autres, et parce qu'il produit cet effet de sortilège, en quelque sorte, sur nous. Donc, il y a cette possibilité d'une élégance artificielle, d'une élégance de distinction, vous voyez, qui ne serait simplement là que pour exister au contraire des autres. Et on va la retrouver avec Balzac, effectivement, quand il parle de la bourgeoisie et de la fausse aristocratie de l'élégance, je vous en parlerai. C'est ce que Hanouilh qualifie même d'hypocrisie. Il y aurait une élégance hypocrite, dont on sentirait en quelque sorte le mensonge. Hanouilh dit la clémence, deux points, une élégance des tyrans pour se faire de la publicité. La clémence, donc, une élégance des tyrans pour se faire de la publicité. Il y a un effet, et cet effet nous semble effectivement non naturel, apprêté, travaillé, et pas nécessairement justement dans cette évidence de la relation, mais au contraire dans le fait d'apparaître et de se montrer dans sa différence par rapport aux autres. Le tyran montre sa puissance, et justement sa clémence, loin de ne pas manifester sa puissance, la rehausse et l'éclaire. Donc une sorte de fausse, en quelque sorte, élégance. Ce peut être également une qualité de style ou d'expression, cette fois-ci non plus de manière artificielle, mais on pourrait même dire une distinction d'ordre moral ou intellectuel. Autant y a-t-il une élégance du corps, il y a une élégance de la manière d'apparaître, mais il y a aussi une élégance dans la manière de se comporter avec les autres, une élégance éthique, une élégance dans la relation que nous posons les uns par rapport aux autres. Une forme presque d'allure ou d'aristocratie et de respect de l'autre, une délicatesse. Voilà, là l'élégance se ferait en quelque sorte adresse ou délicatesse avec l'autre, une douceur, et qui marquerait du coup cette fois-ci une distinction, vous voyez, entre celui que l'on retrouve élégant et l'autre, non pas dans la démarcation, mais dans la manière de s'approcher de l'autre. Donc je voulais juste un tout petit peu développer cela. Cette élégance d'ordre moral ou intellectuel, elle est le résultat d'un effort de l'esprit. Elle est travaillée, elle est préparée, elle est anticipée. On la retrouve comme une solution, voilà, comme une décision ou un choix. Donc on pourrait en quelque sorte imaginer qu'il y ait une élégance involontaire, presque naïve, dans les effets ou dans les formes, et une élégance recherchée, une élégance travaillée, qui cette fois-ci naîtrait du travail de l'esprit, et qui permettrait justement cette manière d'être aussi douce, simple que fine. On la retrouverait même dans la mathématique, dans les sciences. C'est ce qu'on appelle une démonstration élégante. C'est une solution aussi simple qu'ingénieuse. On la retrouve aussi, je l'avais retrouvée également, dans la métrologie. À propos des Égyptiens, Sénier dit il faut reconnaître l'élégance du système des poids et mesures des Égyptiens, tirant de la coudée une longueur qui, cubée, donnait la mesure de capacité, laquelle ensuite, remplie d'eau, donnait le poids. Donc on voit
voit que si cette élégance est capable d'accéder jusqu'aux domaines les plus abstraits, des mathématiques, des sciences, c'est qu'elle, justement, elle est liée à cet esprit, et à cet esprit qui utilise peu de moyens pour beaucoup d'effets. Il y a vraiment cette idée d'ingéniosité. Voilà. On le retrouve pas avec la mode, hein. Mais l'élégance, c'est cela. C'est une qualité de l'esprit qui sait faire beaucoup avec peu. C'est presque cette indigence. Voilà, l'élégance exige l'indigence. Alors on verra que c'est souvent associé à la couleur noire, à la sobriété, mais il y a aussi cette idée de simplicité. Parvenir à quelque chose de juste, de beau, de grand, de gracieux, d'efficace, mais avec des moyens extrêmement limités. Ça amène un verbe. J'ai retrouvé un verbe chez les Goncourt, en 1862, qu'on disait encore élégantifier. On l'a perdu. On va la retrouver. Mais voilà, je compte sur vous pour le élégantifier, donc rendre élégant. Les filles de Gautier, alors les Goncourt donnent un exemple, les filles de Gautier ont un charme singulier, une espèce de langueur orientale, une paresse et une cadence des gestes et des mouvements qu'elles tiennent du père, mais élégantifiées par la grâce de leur mère. Donc on voit que cette distinction fait l'objet d'un travail, d'une œuvre, d'un art même. C'est le principe même du dandy, on en reparlera tout à l'heure avec Balzac. En tout cas, cette possibilité voilà, de la créer soi-même. Et donc d'en faire un style, avant qu'elle ne le devienne elle-même. Dans le langage également, je vous ai retrouvé quelque chose d'intéressant. On parle des élégances. Ce sont les élégances dans le vocabulaire, ce sont des phrases toutes faites, bien tournées, et qui sont remarquées et remarquables pour leur caractère de distinction, dont on peut se servir. Donc on pouvait, voilà, il y a quelque temps encore, apprendre ces élégances et pouvoir s'en servir dans un discours rhétorique, dans un discours oratoire ou autre. De l'art élégant de parler. Tout à l'heure, nous avons parlé de la possibilité d'une élégance artificielle, d'une élégance sophiste, d'une élégance jouée. J'aimerais que nous allions quelques instants du côté de chez Balzac, voilà, du côté de l'auteur des Illusions perdues, pour discuter un petit peu de ces fausses élégances. Dans ces prolégomènes du traité de la vie élégante, que je vous conseille de lire, hein, qui est très intéressant, de Balzac, dans le chapitre 1er, Balzac reprend une parole de Virgile. Il dit « Mens agitati mantent ». L'esprit d'un homme se devine à la manière dont il porte sa canne. Voilà. L'esprit d'un homme se devine à la manière dont il porte sa canne. Ça signifierait que cette élégance, non seulement pourrait être... Tout à fait, monsieur. Nous aurons une démonstration. Voilà. Louis XIV. Nous y sommes. Voilà. Nous avons donc cette possibilité de créer l'élégance, mais elle révèle aussi. Elle révèle l'être. Mais je n'en dévoile pas plus, on en reparlera tout à l'heure. Balzac pense que la civilisation a produit 3 types d'hommes. L'homme qui travaille, l'homme qui pense et l'homme qui ne fait rien. Qui ne fait rien. Alors, l'homme qui travaille a une élégance de classe. Je vais vous expliquer pourquoi avec Balzac. L'homme qui pense a une élégance de différence ou d'exception, remarquable. Et l'homme qui fait rien a une élégance d'existence. Alors, vous allez voir, c'est assez amusant parce que c'est là qu'on voit que les propos de Balzac en 1804 ont peu changé. L'actualité va vous permettre d'appliquer extrêmement bien ces 3 catégories d'élégance et d'élégant, ou d'élégante. Oui, non? Tôt? Peut-être. Tu me fais douter. On va demander à monsieur. Oui, on va demander à Google. 1830. 1830. Allez, je donne 1830. C'est mon dernier prix. Hein. Adjugé? Oui. Adjugé. On y va alors. Très bien. La vie occupée, la vie de celui qui travaille. Je vous la décris par Balzac et vous allez très très vite comprendre de quelle élégance il s'agit.
Le thème de la vie occupée, dit-il, n'a pas de variante. En faisant œuvre de ses 10 doigts, l'homme abdique toute une destinée. Il devient un moyen. Et malgré toute notre philanthropie, les résultats obtiennent seuls notre admiration. Partout, le lapsus. L'homme va se pâmant devant quelques tas de pierres et il se souvient de ceux qui les ont amoncelés. C'est pour les accabler de sa pitié. Si l'architecte lui apparaît encore comme une grande pensée, ses ouvriers ne sont plus que des espèces de treuils et restent confondus avec les brouettes, les pelles et les pioches. Semblables aux machines à vapeur, les hommes enregimentés par le travail se produisent tous sous la même forme et n'ont rien d'individuel. Comment cet homme est-il élégant alors ? Bien, chez cet homme, dit-il, le préjugé du cachemire vit encore. L'expression. Leurs femmes portent des rivières et des girandoles. Leur luxe est toujours une épargne. Dans leur maison, tout est cossu. Et vous lirez au-dessus de la loge, parlez aux Suisses. Si dans la somme sociale, ils comptent comme chiffres, ce sont des unités. Deuxième type de vie, la vie d'artiste. Alors cet artiste, il a une vie esthétique, il a une élégance esthétique. Vous allez comprendre en quoi elle consiste. L'artiste, dit Balzac, est une exception. Son oisiveté est un travail, et son travail est un repos. Il est élégant, mais négligé tour à tour. Il revêt à son gré la blouse du laboureur et décide du frac porté par l'homme à la mode. Il ne subit pas les lois, il les impose. Et nous connaissons ces artistes élégants. Je pensais à demain. Oui, totalement. Qui ne subissent pas les lois, qui mélangent les genres et qui imposent en quelque sorte une forme d'élégance absolument, non seulement singulière, mais même marginale. L'artiste, dit Balzac, est toujours grand, il a une élégance et une vie à lui, parce que chez lui, tout reflète son intelligence et sa gloire. Autant d'artistes, autant de vies caractérisées par des idées neuves. Chez eux, la fashion, et bien la fashion, doit être sans force. Ces êtres indomptés façonnent tout à leur guise. Ils s'emparent d'un magot, c'est pour le transfigurer. Donc on est bien au cœur d'une élégance travaillée, singulière, vraiment atypique. Et la vie élégante alors, cette vie à ne rien faire, en quoi consiste-t-elle ? Alors, elle n'est pas vanité. Elle ne consiste pas, dit Balzac, à s'endimancher tous les jours. Elle est plutôt, dit-il, une manière de résister à ce que la société nous impose. Et le passage est assez intéressant, vous allez voir. Balzac nous dit, la société qui s'est constituée actuellement se pare de plumes de coq et charge d'apprendre au pauvre peuple ce que les perles héraldiques lui disaient jadis. Va des rétros, Satanas. Arrière de nous, Pékin. Et en l'an de grâce, 1804, c'est pour ça que je me suis trompée, il a été reconnu qu'il est infiniment agréable pour un homme ou une femme de se dire en regardant ses concitoyens « Je suis au-dessus d'eux, je les éclabousse, je les protège, je les gouverne, et chacun d'eux voit clairement que je les gouverne. Car un homme qui éclabousse, protège, gouverne les autres, parle, mange, marche, boit, dort, tous s'habillent et s'amusent autrement que les gens éclaboussés, protégés ou gouvernés. » Est-ce cette élégance-là que nous souhaitons? Lorsque nous reconnaissons l'élégance de l'autre, vous êtes d'accord que ce n'est pas ce genre d'élégance que nous souhaitons reconnaître. C'est-à-dire une élégance qui n'existe que par le mépris de l'autre. Elle existe, mais elle n'est pas l'élégance essentielle. Et déjà à son époque, Balzac distinguait cette élégance, vous voyez, comme on avait parlé avec Adoul, cette manière de montrer à l'autre sa distinction. Ne fais pas le prince, avait dit avant nous Solon, si tu n'as pas appris à l'être. Voilà, donc vraiment, ce qui est important, c'est de distinguer cette élégance de distinction, cette élégance sociale, cette élégance par les marques, comme si porter telle ou telle marque faisait de nous des êtres élégants. Et je ne peux ne pas penser, vous connaissez peut-être l'artiste Delvoye, qui est belge, et qui est réputé pour tatouer des porcs. Donc il tatoue des porcs, des cochons, et il les tatoue avec les sigles Vuitton, Chanel. Et lorsqu'on a interrogé Delvoye sur sa pratique, on s'est
d'abord interrogé s'il faisait souffrir les cochons. Il a affirmé que non, pas plus que voilà, n'importe quel être voilà, humain qui se tatoue. Et quand on lui a posé la question, mais pourquoi tatouer des sigles Vuitton sur les cochons, il a dit, c'est quand même l'animal le plus proche de l'homme. Donc Vuitton ou pas Vuitton, il reste un cochon. Donc voilà. Laissons de côté cette élégance artificielle, cette élégance de l'argent, cette élégance, comme dit Balzac, d'un chiffre et d'un zéro. Ce n'est pas la véritable élégance, comme il le dit, c'est un prix attaché aux choses, un prix attaché aux êtres, une valeur sociale, mais ça n'est pas l'élégance elle-même. Ça n'est pas la grâce, ça n'est pas l'indigence, ça n'est pas l'élégance même. Alors qu'est-ce que l'élégance pour Balzac? C'est plusieurs choses. Tout d'abord, c'est une manière, dit-il, de toujours aller chercher les belles choses, ou les bonnes choses. Voilà, c'est une disposition que l'on se donne d'aller chercher ce qui est beau, d'être attiré par le beau. Voilà, l'élégance, c'est celui qui a cherché le beau. Oui, et qui du coup, dit Balzac, nous donne les choses dans une certaine concorde, parce qu'il les a assemblées. Je pense à un bouquet par exemple. C'est la différence entre un bouquet élégant et un beau bouquet. Le bouquet élégant vous semble encore naturel, parce qu'il a gardé, il est certes mis en forme comme le beau bouquet, mais il a gardé cette naturalité et manifeste véritablement l'intention de faire beau de celui ou celle qui l'a composé, mais aussi cette idée d'une disposition non figée. C'est du tact pour Balzac également. L'élégance, c'est du tact. Et il appelle même cela le tact exquis, qui fait en quelque sorte deviner, dit Balzac, quelle place doivent porter, ou quelle place donner aux objets, ou quelle place reconnaître aux êtres. Et je trouve que c'est extrêmement fort aussi cette définition. Être élégant, c'est savoir disposer les choses et les êtres. Savoir, vous voyez, se positionner par rapport aux personnes de manière convenable et poser les choses de manière convenable également. Donc c'est pas simplement une politesse, l'élégance. C'est d'être à sa place et de reconnaître la place élémentaire ou réelle de l'autre. Qu'il s'agisse d'un vase ou d'un autre être humain. C'est aussi une recherche d'ordre, dit Balzac, une recherche d'harmonie, mais surtout, dit-il, une recherche de poésie. Voilà. L'élégance, c'est la poésie. Donc c'est le symbole, c'est aussi l'image. Et enfin, c'est la simplicité. La dernière chose, voilà. Une simplicité, dit-il, mystérieuse, que l'on ne s'explique pas, et qui crée en quelque sorte notre attirance. Donc c'est tout sauf de la pédanterie, on est d'accord. C'est tout sauf de la vanité. J'ai retrouvé cette phrase que je t'avais donnée, Philippe, pour de Lao Tzu. Oh, ça marche mieux là. Vous m'entendez mieux? Mais vous m'entendiez déjà? Ah, ça va. D'accord. De ce coup, oh je vous redonne cette phrase de Lao Tzu. Il dit « Les paroles sincères ne sont pas élégantes, et les paroles élégantes ne sont pas sincères. » Compliqué. Facile. Incontestable. Il crée une distinction, vous êtes d'accord, entre la vérité et l'élégance, qui ne va pas de soi. On en a parlé tout à l'heure pour les mathématiques, pour les sciences, pour la mesure. On en parlera aussi, on en a parlé pour l'ordre moral, on en parlera aussi pour l'existence. En tout cas, il y a une méfiance. Comme si, lorsque l'esprit s'attache à produire l'élégance, il s'attache moins à la vérité. Peut-être. Peut-être qu'à vouloir produire les faits, on en perd un petit peu la cause du discours ou l'objet du discours. Je ne sais pas. En tout cas, il y a l'idée d'une décision. Il y a l'idée également d'un maniement de la réalité, d'un certain pouvoir. On sait, on va reparler de cette séduction. L'élégance produit effectivement un pouvoir sur l'autre, un intérêt en quelque sorte, un désir de demeurer avec l'autre, mais qui nous échappe également. Il y a cette idée d'inaccessibilité. C'est pour ça que la séduction est forte avec l'élégance. C'est que l'objet est perçu, l'objet est côtoyé, l'être est approché,
mais n'est jamais saisi. Ça reste un mouvement. Alors, parlant de cette qualité du mouvement, j'ai encore un peu de temps quand même. Oh, ça va, c'est très bien. J'ai trouvé une citation de Christian Baudin. J'admire particulièrement, et dans l'auto-portrait, tu l'as cité hier également. Hier à hier. Hier. Moi, ce ne sera pas aujourd'hui à minuit. C'est dans l'autoportrait du radiateur. Au radiateur, pardon. Baudin nous dit, ce qu'on appelle le charme d'une personne, c'est la liberté dont elle use vis-à-vis d'elle-même. Quelque chose qui, dans sa vie, est plus libre que sa vie. Une liberté qui fait que quelque chose dans sa vie est plus libre que sa vie. Et si c'était ça l'élégance, cette idée qu'un être nous apparaît et qu'on voit que cet être dépasse sa propre apparition, qu'il maîtrise son apparition. J'ai presque l'impression d'un dédoublement dans l'élégance. Vous voyez, un petit peu comme ces photos où on peut prendre un ralenti et on voit le mouvement se décomposer. Il y a cette idée que l'élégance est peut-être avant tout un mouvement libre, non entravé dans des chaussures trop grandes, non entravé dans un costume trop serré. Voilà, cette idée d'un mouvement, mais libre. Et du coup, ce mouvement libre, on le retrouverait également du fait du cœur. L'élégance serait peut-être à la fois une création de l'esprit, une intention de l'esprit, une volonté, mais aussi peut-être une générosité. L'enfant est maladroit, mais le sourire élégant, ou la main élégante, dans le sens où il y a cette manière du cœur de tout donner plus que son propre mouvement, vous voyez. Et donc dans cette générosité, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi à, voilà, peut-être qu'on en discutera tout à l'heure, à approfondir et à travailler. Je voulais vous surprendre un tout petit peu aussi avec l'idée de la vulgarité. On parlait de Coco Chanel au début. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du sale dans l'élégance. Quelque chose qui n'est pas tout à fait propre. Soit parce qu'il a pris la poussière en prenant le mouvement, soit parce que c'est légèrement abîmé. Vous voyez, soit parce que, voilà, quelque chose qui n'est pas parfait. Alors pas forcément sale, mais pas parfait, vous voyez. Et en pensant à cela, en passant de la vulgarité à cette idée-là, j'ai retrouvé dans Tanizaki un passage là-dessus sur l'élégance sale, comme quoi notre inconscient fonctionne très bien, parce que j'avais pas du tout eu l'idée moi-même, je l'avais tout simplement lu auparavant. C'est une très très bonne édition par Ryoko Sekiguchi et Patrick Honoré. Alors, ils l'ont traduit non pas éloge de l'ombre, mais louange de l'ombre. Et je vais vous lire un passage que j'ai reproduit donc, qui est très 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 intéressant. Tanizaki s'interroge sur ce qui l'attire. Vous voyez, sur l'esthétique, on en avait déjà parlé, j'étais déjà venue et on avait parlé de Tanizaki. Je vous avais parlé de Tanizaki, c'est un livre vraiment, c'est mon livre de chevet. Hein. Il m'a beaucoup marqué. Et Tanizaki explique que, voilà, dans l'esthétique japonaise, on aime le contraste. On n'aime pas faire briller les cuivres, on aime justement que le temps patine ces cuivres et fasse presque disparaître l'objet, vous voyez, par la patine. Et il y a cette idée de dévorer en quelque sorte les objets par le temps qu'il recherche. Et il parle des Chinois et du brillant des mains. Vous allez voir, c'est absolument sublime. Il dit, les Chinois ont une expression, le brillant des mains, pour ce que nous appelons le sentiment de familiarité. Ce mot exprime l'idée que quelque chose a été touché et caressé pendant tant d'années que le gras, autrement dit ce qu'il faut bien appeler la caresse des mains, l'humecte naturellement. Et puisque nous avons dit que l'élégance est froide, nous pourrions ajouter que l'élégance est sale. Il est indéniable que dans l'élégance que nous apprécions, il y a une part de sale, une part de non hygiénique, tout du moins.
alors que les Occidentaux éliminent toute saleté, à peine s'est-elle formée. Les Orientaux préfèrent la conserver précieusement pour la valoriser. Mais en tout état de cause, et c'est ironique, nous aimons les nuances de couleur ou de brillance maculée ou de crasse humaine, de gras, de fumée, de salissure de pluie ou de salissure du vent. Tout ce qui évoque ces choses et que notre cœur, et pour lesquelles notre cœur s'apaise. Nos nerfs se tranquillisent à habiter dans de telles maisons, entourées de tels objets. Et je trouve que cette définition de l'élégance froide et de l'élégance sale, c'est peut-être aussi pour Tanizaki l'idée que l'élégance, c'est la présence. Vous voyez? Alors la présence discrète, la présence lumineuse, hein, ça dépend les degrés d'élégance ou les types d'élégance. Mais j'ai trouvé que cette idée que l'élégance nous permet de vivre dans une maison où on se sent bien, vous voyez, indépendamment du prix du mobilier, ni simplement de leur disposition, mais du fait que, comme dit Tanizaki, les choses ont été touchées et elles portent la patine des mains. Et je pensais à Coco Chanel et je me disais qu'un costume élégant ou une robe élégante, c'est peut-être celle justement où la main de l'artiste a disparu, mais où on considère que la forme est le résultat de cette main. Et quoi de plus tentant que cette caresse des mains comme appel de l'élégance? L'élégance appelle aussi cette approche de la main. Ainsi, on pourrait dire qu'il y a en quelque sorte une présence, et c'est là-dessus que je veux insister particulièrement. L'élégance, c'est le fait d'être présent. Daniel Poliquin dit « L'élégance, c'est au-dedans de soi qu'on la possède ». Donc ce serait un rayonnement définitif. Ce ne serait plus une question de forme, plus une question d'effet, mais une question de... On a parlé de cœur, on se rapprochait un peu, je pense, de l'âme. C'est une manière, voilà, d'être ou d'exister qui rayonne, en quelque sorte. Et du coup, j'ai retrouvé aussi chez Barbery, dans l'élégance du hérisson, ce qu'elle dit, qui est très beau, je vous le rends. Elle dit « C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui cherche les gens et qui voit au-delà. Nous ne voyons jamais au-delà de nos certitudes. Et plus grave encore, nous avons renoncé à la rencontre. Nous ne faisons que nous rencontrer nous-mêmes, sans nous reconnaître dans des miroirs permanents. Et si nous nous en rendions compte, si nous prenions conscience du fait que nous ne regardons jamais que nous-mêmes en l'autre, que nous sommes seuls dans le désert, nous deviendrions fous, dit Barbery. Et si c'était ça l'élégance, quand l'autre nous surprend à le regarder tel qu'il est, non plus à se projeter en lui-même, non plus à se comparer dans une élégance bourgeoise dont parlait Balzac, vous voyez, de distinction, de marque, de prix, de valeur ou d'objet. Simplement, est-ce que l'autre ne nous paraît pas élégant parce qu'à ce moment précis, il nous apparaît absolument comme autre? Voilà, dans sa différence, dans sa singularité, dans son style et de sa manière d'être, dans laquelle on ne se projette plus, mais simplement on le rencontre. Et je trouve que cette idée de la rencontre dans l'élégance est intéressante parce que c'est toujours une rencontre. Voilà. Alors, j'ai retrouvé également, je vous donne beaucoup de citations ce soir, mais c'est parce qu'il y a tellement de domaines différents que, voilà, je les donnerai sur ton site, hein, Philippe, je vous mettrai voilà, le PDF de ce soir si vous voulez retrouver toutes ces références. C'est Whistler qui avait fait les conférences 10 o'clock, je ne sais pas si vous connaissez. Le principe, c'était fin 19e, il faisait à 10h, voilà, une conférence une fois à Cambridge, une fois il l'a faite, je ne sais plus, à Oxford, voilà. Et c'était la 10 o'clock conference. Et Mallarmé, dans la revue indépendante, a traduit Whistler, et il parle du papillon. Et comment ne pas penser à Mohamed Ali? On est à plusieurs décennies d'écart, hein, on est d'accord? Mais voilà ce que Whistler dit du papillon. Il dit « Il ne se borne pas à copier oiseusement, et sans penser chaque brin d'herbe, comme l'en avise des inconséquents, mais dont la courbe longue d'une feuille étroite, corrigée par le jet élancé de sa tige, il apprend comment la grâce se marie à la dignité, comment la douceur se rehausse de force,
pour que résulte l'élégance. Donc le papillon apprend à jouer avec la tige. Avec l'aile couleur citron du papillon pâle, ses fines taches couleur orange, il voit devant lui les pompeux palais d'or clair, non sans leur fluet pilier safrané. Et il lui est enseigné comment de délicats dessins, hauts sur les murs, se traceront en tons tendres d'or fin, et se répéteront à la base par des notes de teinte plus graves. Alors, dit-il, il trouve dans tout ce qui est subtil et gracieux des insinuations pour ses propres combinaisons. Et c'est ainsi que la nature demeure sa ressource et en est toujours à son service. À lui, rien de refusé. La douceur se rehausse de force pour qu'en résulte l'élégance. C'est vraiment... Enfin, il est très très beau ce texte parce que il montre que c'est une grâce qui est subtile et fragile. Quoi de plus fragile que les ailes d'un papillon ou l'existence même d'un papillon. Et en même temps, ce jeu constant avec la nature pour rivaliser avec elle. Donc il y a quand même une certaine exigence aussi dans cette élégance. Et c'est sur cela que je voulais terminer avec vous. Il y a une exigence d'exister. Voilà, c'est, pour moi, la forme ultime de l'élégance, c'est une dignité. Une exigence d'exister. Voilà. C'est un soulier modeste, mais un soulier ciré. C'est une tenue. C'est quelque chose qui n'est pas de valeur marchande, mais qui montre l'effort que produit la personne pour se donner aux autres. Et donc c'est tout sauf la désinvolture, l'élégance. Elle est pudique, elle est discrète, elle n'est pas nécessairement remarquée, mais elle n'est pas faite pour se remarquer. Je pense que la personne qui choisit cette élégance d'être est une personne qui l'exige envers elle-même d'abord, avant de la montrer aux autres, et bien souvent elle la cache, cette élégance, paradoxalement. Donc bien sûr, l'élégance peut se manifester dans la joie, dans le plaisir, dans la jouissance. Elle peut briller des feux les plus intenses, on la connaît. Mais je trouve qu'elle a aussi cette dimension tragique. Et j'ai retrouvé une parole de John Fitzgerald Kennedy, lorsqu'il a donné ses portraits d'hommes courageux. Kennedy dit « Le courage de vivre offre souvent un spectacle moins extraordinaire que le courage du dernier instant. Pourtant, quel magnifique mélange de triomphe et de tragédie. » Voilà. Et je trouvais cette idée d'un courage d'exister dans l'élégance, et c'est un homme qui me semble exprimer merveilleusement cette élégance, John Fitzgerald Kennedy. On a cette idée effectivement d'un tragique, et d'un tragique qui révèle d'autant plus l'élégance de celui qui la réalise quand les conditions sont difficiles, quand les conditions sont précaires, quand les conditions sont violentes. C'est pour ça que je vous ai donné aussi Mohamed Ali au début de notre rencontre, parce que la boxe, c'est de la sueur, c'est pas de l'élégance propre. C'est du sang, c'est de la douleur, mais c'est de la grâce aussi. C'est de la transcendance, c'est le fait de se dépasser, c'est le fait, comme il disait, de toucher les étoiles et un jour de chuter. Mais même dans la chute, l'élégance est possible. Et donc, on a parlé de cet homme qui volait comme un papillon, qui piquait comme une abeille. Je voulais, pour finir, vous donner une chanson qui me touche énormément, qui reprend cette idée de l'élégance. Voilà, j'en dis pas plus. Je vais essayer de la... Peut-être je vais comme ça, oui, c'est bien, c'est mieux. Parce que si je commence à essayer de me mettre en Wi-Fi, Bluetooth, etc., on dîne jamais. Vous allez retrouver la boxe. Mais c'est Arthur H, le fils d'Igelin, qui va chanter pour vous son poème. Vous savez que c'est un grand poète également. Va chanter son poème à la boxeuse amoureuse. Et je trouve qu'il a extrêmement bien redonné l'élégance de cette femme qui, 10 fois chute et 11 fois se relève. Regarde-la danser.
Vous entendez? Mathieu. Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Sur ses côtes dorées, des traces de sang, de larmes et de sueur. Et de sang, et de sang. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Elle absorbe tout. La boxeuse amoureuse. Boum boum la supercut, percute son visage. Mais jamais elle ne cesse de danser, de danser. Tomber, ce n'est rien. Puisqu'elle se relève, un sourire sur les lèvres, un sourire sur les lèvres. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Elle absorbe tout. La boxeuse amoureuse. Elle esquive les coups. La boxeuse amoureuse. Je vous remercie. Commencer avec Mohamed Ali et terminer avec la boxeuse amoureuse. Quelle élégance, ma chère Valérie, quelle élégance. Alors avant d'entamer notre débat, on va vous demander, comme tous les mois, de lever la main et de la laisser un instant bien levée pour qu'on puisse dénombrer ceux qui vont rester dîner avec nous tout à l'heure. Et Brigitte va vous dénombrer. Brigitte, on se lève. Il y a deux mains là, tu les vois devant ici? Il y a 3 mains là, ici, sur la droite. C'est bon, Brigitte? Oui ou non? Bien. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont levé la main tardivement. On va vous demander de la relever, désolé, mais c'est important parce que quand il manque 2 assiettes, après il y a des dépressions nerveuses, on est gêné et c'est un peu...
un peu perturbant. C'est bon, Mathieu? Merci bien. Bien, donc, je pense que Valérie, elle nous a ouvert des portes en très, très grand nombre. Alors, je vais vous donner la parole. Je voudrais faire deux petites remarques, trois, pour entamer, pour lancer notre débat. Elle a parlé des sophistes, elle a parlé de Gorgias. Dans un dialogue de Platon, il y a un extraordinaire passage, je crois que c'est justement dans le dialogue de Gorgias, où Platon, très ambigu comme il l'est toujours, nous présente Gorgias qui déambule en manteau, enfin, c'est l'équivalent de ce que les Grecs avaient comme manteau, et puis il se retourne, et quand il se retourne, il y a le manteau qui s'élève comme ça, et tous les disciples sont derrière Gorgias, il se retourne encore. Il y a toute une déambulation qui est décrite par Platon, et Platon est admiratif, on le sent, il ne peut pas se cacher. Et Nietzsche a très bien compris tout ça. Platon voulait être dramaturge, Platon c'est un artiste refoulé, parce qu'il a fait une très mauvaise rencontre, vous le savez, il a rencontré Socrate, ça l'a assassiné définitivement. C'est le drame de Platon. Que Platon aurait été grand sans rencontrer l'horrible Socrate. Et donc, il y a un très beau portrait de cette élégance. J'ai été très sensible à ce que tu as dit là-dessus. Après, tu as parlé aussi de l'élégance de l'acte. Il y a un très beau, enfin très beau, parce que c'est très beau, mais il y a une expression grecque qui est extraordinaire, qui est kalos kagatos, qui veut dire beau et bon, un acte beau. Et vous voyez comment ça a laissé un peu des traces dans notre langue. Hein. On dit une belle action. Une belle action. Une belle action, ça peut pas être un crime, hein, même si nous au village aussi on a de beaux assassinats, comme l'a dit le grand Georges Brassens. On avait une identité du beau et du bien chez les Grecs qui s'est brisée petit à petit, hein, puisqu'on a eu effectivement les fleurs du mal ou de beaux assassinats. On a perdu cette identité et avec elle peut-être qu'on a perdu l'élégance aussi un petit peu. Hein, voilà. Après, deux petites choses encore avant de vous donner la parole. La première, sur la saleté, voilà, très intéressant. Tu as parlé du Japon, eh bien il y a un philosophe occidental qui est pas très loin de tout ça, et que j'aimais beaucoup, que j'ai eu la chance de bien connaître, qui était Michel Henry, un homme exceptionnel. Dans La Barbarie, Michel Henry écrit 2 ou 3 pages absolument remarquables, où il dénonce, et ça a beaucoup choqué à l'époque, parce que c'était à contre-courant de tout, la restauration des monuments en Grèce en particulier. Il les dénonce parce qu'il dit d'abord on ne revient jamais à l'original, on ne sait pas exactement comment les choses étaient il y a 2500 ans, il n'y a pas de photographie, etc. Et deuxièmement, il dit surtout la patine du temps, la beauté, il ne faut pas restaurer un temple grec, c'est une absurdité totale, disait Michel Henry. Sa beauté, son élégance vient de ce qu'il porte avec lui, les traces du temps, la patine du temps. Donc c'est exactement ce que tu as dit sur le Japon. Et Michel Henry, c'est un des très très rares philosophes européens du XXe siècle qui dit des choses un petit peu de cet ordre. Et puis un dernier point aussi qui m'est venu à l'esprit en écoutant Valérie, c'est la chose suivante. Bon, elle a parlé de civilisation, elle a parlé d'urbanité. C'est un mot qu'aime beaucoup mon beau-fils, urbanité. Je ne dirais pas qu'il me l'a appris, mais il emploie ce mot qu'on emploie très rarement. C'est un très joli mot, urbanité. C'est du latin, c'est pas du grec. Hein. C'est urbis, c'est l'urbe, c'est la cité. Bon. Et vous savez qu'il y a une querelle intéressante entre les Français et les Allemands, qui peut nous choquer, nous Français. Les Allemands disent, en Allemagne, on a un seul mot qu'on peut traduire en français par culture et civilisation. C'est Kultur. Kultur, en allemand, c'est à la fois la culture, au sens d'un homme de culture, et la civilisation. Et pourquoi les Français ont 2 mots, disent les Allemands? Mais parce que précisément, les Français ne sont pas civilisés. Ils peuvent être très cultivés, mais ce sont des barbares. Ils n'ont pas de manière, ils n'ont pas d'élégance. Alors, c'est vrai que ça nous heurte ça, parce que nous, on pense longtemps que les Allemands, c'est des grosses bêtes, là, pas du tout raffinés. Eh bien, les Allemands, ils pensent exactement le contraire. Vous voyez, le regard réciproque, ils pensent que c'est nous qui sommes des barbares bruts et pas civilisés, et qu'ils ont des millénaires de
de civilisation, d'urbanité et d'élégance. Vous voyez, donc ça c'est très intéressant, cette bagarre entre la France et l'Allemagne autour du mot Kultur, culture et civilisation, un seul mot en allemand, deux mots en français, et les méchants allemands disent que c'est parce qu'on n'est pas civilisé qu'on a justement les deux mots en français. Voilà. Et puis un dernier point aussi, avant de vous donner la parole, après je vous jure que je m'arrête, tu as parlé du travail et de la... Tu as dit à très juste raison que, en citant Balzac, que quelqu'un d'un homme du peuple ou un ouvrier peut être remarquablement élégant, et en même temps, Nietzsche, l'horrible Nietzsche, dit dans Le Gai Savoir, comment voulez-vous que, c'est une attaque féroce contre le capitalisme, appelons les choses par son nom, comment voulez-vous que les ouvriers, disons, respectent les fabricants aux grosses mains rouges? C'est horrible, hein? Nietzsche pour dire mais c'est très intelligent en même temps. Comment voulez-vous que des hommes respectent des hommes qui sont au-dessus d'eux simplement parce qu'ils ont réussi à faire du fric, alors qu'ils sont sans élégance, ils sont bruts, ils sont vulgaires, il n'y a aucun respect, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'aristocratie. Donc c'est vrai que c'est un discours un peu aristocratique. Mais un dernier mot là-dessus, après promis je me tais. Hein? Non mais c'est pas complètement nul, non, ce que je dis, rassurez-moi. Bon, j'avais un professeur à Nice qui m'a beaucoup appris, même s'il ne m'a pas du tout amené à marcher dans ses traces, mais c'est grâce à lui que j'ai eu mon agrégation, ça m'a fait comprendre des choses qu'aucun prof n'avait fait compris avant. C'était Eric Weil. Je considère que c'est un grand monsieur du XXe siècle, Eric Weil. Il avait fini sa carrière à Nice et ça a été ma grande chance à moi. Et un jour, on est en séminaire de maîtrise avec Eric Weil et on travaille les têtes de Platon, le fameux passage sur l'homme politique, etc. Et Eric Weil avait un accent prussien extraordinaire, qu'il n'avait jamais perdu, et il nous dit « Est-ce que vous préférez être gouverné par les meilleurs ou par les pires ?» On se regarde tous un peu en tremblant, on dit « Tant qu'à faire, par les meilleurs, alors vous êtes aristocrate !» Cherchez l'erreur, hein? Moi, ça fait 50 ans que je la cherche, je ne l'ai toujours pas trouvée. Alors vous êtes aristocrate. L'aristocratie, c'est le gouvernement des meilleurs. Le problème est de savoir qui sont les meilleurs et quels critères nous avons pour savoir qui sont les meilleurs. Et effectivement, vaut-il mieux être gouverné par les meilleurs ou par les pires? Je crois que le bon sens s'impose là-dessus. Voilà, la parole est à vous, je me tais et j'arrêterai mes digressions. Allez-y. Il y a sûrement plein de choses à dire, parce qu'elle a ouvert 1000 pistes. Vas-y, mon ami. Bonsoir. De dire c'est assez surprenant, effectivement, par rapport au mot élégance, de partir de Mohamed Ali. C'est très surprenant. Vous avez l'air très très emballé d'ailleurs par le milieu de la boxe. Je voulais vous demander si, puisque vous avez parlé du 19e, Balzac, des Grecs, si les peintures rupestres de Lascaux font partie du domaine de l'élégance. Belle question. Donc, est-ce que l'élégance a un âge ou pas, hein? Voilà. Merci pour la question. C'est ma deuxième passion. Enfin, ma première avant la boxe, l'art pariétal, l'art préhistorique. Tu as vu l'intuition de cet homme? Très belle intuition. C'est... on sait, on a pu observer que dans ces grottes préhistoriques, d'un point de vue technique, des effets sont comparables à ceux du sfumato de Léonard de Vinci ou à des... Alors, bien évidemment, la perception n'était pas la même, et je crois que l'élégance est très liée à notre manière de percevoir. Et à l'époque, donc on rentrait dans ces grottes, effectivement, et la perception était légèrement perturbée par le monoxyde de carbone. Il n'empêche que enfin, d'après Jean-Claude, en tout cas, les choses devaient leur paraître en mouvement. C'est-à-dire les peintures devaient leur apparaître en mouvement. Avec la lumière. Voilà, en plus avec la lumière. On pense tous aux peintures avec les points, hein, les animaux représentés par les points. On a tout de l'élégance. On a le mouvement, on a la simplicité, on a la beauté et en même temps la crasse. Ça j'y tiens. C'est quand même des pigments, c'est quand même du sang, c'est quand même des éléments vivants, hein, qui ont été repris, mixés, etc.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce qui est surprenant, c'est la trace présence humaine avec les mains, et la projection par la bouche de Voilà. la peinture sur le... Voilà, mais c'est surtout cette idée d'une, comment dire, pour moi c'est élégant parce que c'est indigent, ils n'ont rien. Ils n'ont rien et ils produisent une œuvre qui, 25 000 ans après, nous est encore présente. Qu'est-ce qu'une présence à partir de pigments qui dure 25 000 ans? On n'en a pas un dans l'histoire à part eux. Ce sont les dieux de l'élégance, alors, et les déesses de l'élégance, je pense. Et cette simplicité, je sais que lorsque l'abbé Breuil, dans les propos de l'abbé Breuil, lorsqu'il a découvert donc, avec les enfants, quand les enfants l'ont amené la première fois à l'ASCO, l'abbé Breuil était, expliqué sans le savoir à ce moment-là, qu'il y avait des traces de pas devant les parois peintes. Il y avait encore des traces de pas, ce qui avait fait croire à l'abbé que les enfants étaient passés peu de temps avant pour peindre. Ce que les paléontologues ont compris ensuite, c'est que ces traces dans la poussière, et je vous ai parlé de la poussière avec Tanizaki, tu parlais tout à l'heure de Michel Henry, des pas, des traces de pas dans de la poussière qui ont 25 000 ans. Voilà. Si c'est pas le summum de la délicatesse, je ne sais pas ce que c'est. C'est vraiment merci pour ce clin d'œil parce que ça me touche beaucoup cet art préhistorique et il y a quelque chose d'essentiel qui est dit. Et voilà, l'élégance est là, c'est le beau dans la simplicité, l'indigence et voilà. Et la discrétion, hein, par définition, cette grotte elle est cachée, elle n'est pas faite pour exposer, on n'est pas dans les côtes. C'est le contraire de l'exhibitionnisme. Complètement. Il y a un mot qui n'est pas prononcé qui est le mot aisance. Oui. Alors j'aurais peut-être pu le faire dans les effets. Tu as paraphrasé, il est présent. Mais voilà. Ça c'est plus dans il y a aussi effets, quelque chose qui est de l'ordre de l'aisance. Bien sûr. Ouais. Une facilité, voilà. Et voilà, quelque chose qui n'existe. C'est intéressant. Qui donne l'impression de ne pas nécessiter d'effort, alors même que ça peut être extrêmement travaillé. Mais le travail doit plus se voir, si tu veux. Alors, justement, avec cette aisance, je pensais aux sneakers, les baskets américaines, vous savez. Toujours, je pense à notre brave Balzac, qui parlait de l'urbanité, et tu parlais des Allemands tout à l'heure qui peuvent ne pas nous trouver élégants et nous non plus, en tant que citadins, j'entends, dans la manière qu'on a de se mouvoir dans la ville, et les uns par rapport aux autres, hein, cette urbanité-là. Et je crois que la perte d'élégance arrive quand le mouvement est déterminé par l'objet et non par le sujet, non par la personne. Et c'est vrai que quand on a ces grosses chaussures, vous voyez, auxquelles je pense là, qui font traîner les pieds, c'est compliqué. Voilà, on voit que le sujet est entravé dans son mouvement et l'élégance devient difficile. Elle est sûrement possible, mais elle devient plus difficile parce que l'objet entrave le mouvement. On a toute une partie de la mode qui est profondément anti-élégante. Enfin, c'est peut-être un discours de vieux grand-père Ronchon, comme aurait dit mon ami Michel Serres. Enfin, je pense que, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi, mais je pense que c'est profondément exact. Parce que c'est lourd, parce que c'est aux antipodes de la légèreté, de la grâce. Et voilà. Plus on va aller. Moi, je pleure en croisant certains ados dans la rue. Franchement, je sors mon mouchoir. Comment ils peuvent se trimballer comme ça? Ils ont pas honte d'eux-mêmes, de l'image qu'ils donnent. Je suis très, très perturbé par ça. Bon, apparemment, ils ont l'air à l'aise dans leurs baskets, mais justement, c'est parce que ce sont des baskets. Mais Philippe, je suis la première capable d'acheter des chaussures importables parce qu'elles sont belles et qu'elles ne me rendent absolument pas élégante ainsi. Non, mais il n'y a pas d'obligation à être élégant. Il n'y a pas d'obligation à être élégant. Voilà, c'est sûr. Mais c'est cette idée, je pense que plus on essaye d'aller dans la mode, moins on va dans l'élégance. En fait, parce qu'on est déterminé par l'objet. Comme il disait, il le dit tellement bien. Enfin, c'est pour ça que je me suis permise de vous le citer autant. On est identifié. Voilà, on est identifié. Autre passage, voilà, il dit après, vous avez fait 1789, dit-il. Super, très bien. Vous avez bouleversé l'ordre social en 1789. Voilà, il dit nécessité face aux abus et des inégalités de fortune, dit Balzac. Où en sommes-nous, dit-il, maintenant? Nous avons en échange une féodalité risible et déchue, une triple aristocratie de l'argent, du pouvoir et du talent, qui est toute légitime, certainement, dit-il, mais qui n'en jette pas moins sur la masse un poids immense.
en lui imposant le patriarcat de la banque, du ministérialisme et de la balistique des journaux et de la tribune, autrement dit de la réputation. Complètement. Et c'est presque du Nietzsche, ça, hein, parce que moi j'ai cité souvent Balzac dans ma thèse sur Nietzsche, parce qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Ils ont par exemple horreur des journalistes. Hein. Balzac parle de l'ordre gens de lettres. C'est des gens qui, effectivement, au fond, ne pensent pas, mais sont dans le prêt-à-penser permanent et qui deviennent malheureusement des références, c'est-à-dire que les maîtres à penser sont remplacés. Nietzsche, alors j'ai pas creusé, il est tellement haineux à l'égard des journalistes qu'on se demande s'il n'a pas eu un problème, que s'il n'y a pas une nana qui lui a échappé, prise par un journaliste. Bon, on se pose des questions. Mais il a horreur des journalistes, et Balzac aussi, tous les deux. Hein. L'élégance dans le journalisme, je pense à des journalistes hommes et femmes, hein. C'est quand justement la question n'est pas préparée, quand il est à l'écoute, le journaliste. Après, je ne dis pas qu'un journaliste ne peut pas être élégant, hein, bien sûr. C'est à ce moment-là. Françoise Giroud était éminemment élégante et elle était journaliste. PPDA. Je ne mets pas d'étiquette, PPDA aussi, certainement. C'est pas des catégories que je fais ou des étiquettes, mais c'est vrai que tous les deux, mais ce que tu dis, là, les passages que tu as cités de Balzac, Nietzsche le dit sans arrêt. Hein. Effectivement, on a remplacé une aristocratie qui était critiquable à bien des égards par une aristocratie encore pire. Ça s'appelle la République. Hein. Bon, excusez-moi, mais comme j'ai terminé ma carrière politique, je me lâche un peu. Hein. Des questions. Juste une petite citation et après une remarque. Bon, dans ce que dit Philippe concernant Nietzsche. La citation, je l'avais trouvée, c'était une citation de Paul Valéry, que je trouvais très élégante, justement, où il en parlait, il disait c'est l'art de ne pas se faire remarquer, allié au soin subtil de se laisser distinguer. C'est joli, le dernier mot, distinguer, ben c'est bien, c'est avoir la distinction. La distinction et l'élégance sont presque synonymes, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport à ce que tu as évoqué, tu parlais de la République. Je me demandais dans quelle mesure on ne pouvait pas parler d'élégance dans les relations, que ce soit le cercle familial, mais peut-être encore plus le cercle de l'entreprise au travail et le cercle politique, donc, puisque tu l'as évoqué un petit peu. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'élégance quand on parle des personnes qui ont de l'autorité ou qui font autorité, c'est encore mieux, par rapport aux gens qui sont autoritaires? Je fais la différence entre l'adjudant-chef rognonieux et la personne qui va faire passer une adhésion et qui va amener du charisme, finalement. Il a du charisme. Donc il entraîne avec le cœur, finalement, et il obtient les résultats bien meilleurs des gens qui sont sous ses ordres, finalement. Et je trouve qu'il y a une certaine forme d'élégance dans ce type de management qui a besoin peut-être de monter plus que jamais aujourd'hui. Voilà. Autorité naturelle. Voilà. Oui, par la lettre. Une autorité qui s'adresse à, comment dire, qui s'exprime non pas pour diriger, hiérarchiser, mais pour agir ensemble. Et c'est toujours cette idée de mouvement, en fait. Hein. Enfin, vraiment, je me répète, il y a vraiment cette idée de la manière dont on se porte aux autres. Tu disais tout à l'heure le contrat d'exposition, et je crois que c'est vraiment ce que je voulais vous montrer ce soir, cette idée qu'il y a une élégance qui naît du corps, elle est involontaire, elle est, voilà, on trouve un homme, une femme, un objet, ce que je disais indifféremment, la course d'un cheval élégant, c'est simplement une forme. Mais on peut creuser, effectivement, et comprendre que ça peut naître de l'esprit, ce que j'ai essayé de vous montrer, du cœur. C'est celle-là, ce management du cœur dont vous parliez, c'est entreprendre. Parce que dans l'entreprise, hein, l'étymologie c'est ça, hein, c'est prendre à forfait par la main, hein, entreprendre. Donc il y a cette idée que voilà, on peut prendre aussi avec douceur les autres. Et puis cette élégance de l'âme, alors celle-là, comment vous dire? Madame, vous vouliez peut-être sur le cœur? Tout à l'heure, j'ai vu que vous réagissiez. Non. Non. Elle est très timide, très timide. Elle m'écoute trop souvent, donc du coup, elle est complètement anéantie par mes propos et elle n'arrive pas à refaire surface. Voilà. Qui veut s'exprimer? J'arrive. Bonsoir. Bonsoir. Oh là, il y a beaucoup de monde quand même. Moi, je suis plus jeune, déjà, mais j'ai des choses, je pense, à apporter à ce moment. En tout cas, moi, ça me fait du bien d'en parler. Quand on parle d'élégance, ce qui me vient moi là, en première image, c'est l'image d'une femme avec un foulard où on ressent avec ses effluves de parfum.
sans partir dans ça, pour rester sur l'élégance, pour moi, c'est quelque chose, avant tout, ça va puiser sa ressource dans l'essence. Sa vitalité, finalement, elle vient dans l'origine même de la vie, qui correspond et qui se lie par sa proximité avec celle-ci à l'essence. Comme si, finalement, l'élégance devrait être proche plus de la vie que de la mort. Alors, en tout cas, elle a quelque chose de naïf, un peu comme un enfant l'est, un peu comme la vie l'est, comme si finalement la beauté de la vie serait proche de la source, proche de ça, de cette proximité avec la naissance. Voilà. Merci. Vas-y Valérie, réagis, moi je voudrais dire quelque chose aussi. Parce que j'ai dit que j'allais me taire, mais vous savez que je ne tairai jamais parole. C'est la surprise. Vas-y Valérie, vas-y. Réagis à ce monsieur. Alors, tout d'abord, jeune homme. ce que vous dites me touche énormément, je vous le dis. C'est l'essence et l'essence dans les deux sens. Pour moi, l'élégance. Quand j'ai choisi Mohamed Ali, quand j'ai choisi Arthur H et la boxeuse amoureuse, je voulais vraiment essayer de vous faire vivre ce que monsieur vous venez d'exprimer. C'est-à-dire que le paroxysme de l'élégance, c'est ce flirt avec la mort. C'est le flirt avec la douleur. C'est ce qu'on appelle la dignité, c'est l'élégance dans la douleur. Ce qu'on appelle le courage, c'est l'élégance dans le danger, l'élégance face à la mort. Je ne veux pas la mettre partout, cette élégance, vous allez croire, voilà, partout. Vous allez dire, ça y est, elle l'applique à toutes les catégories. Mais pas du tout. C'est ce mouvement, voilà. Et effectivement, elle est plus proche de la vie pour moi que de la mort. Mais quand les circonstances extérieures, vous voyez, non plus comme une élégance de mode où tout le monde est habillé d'une certaine manière et une personne se distingue par sa manière d'être habillée. C'est pas ça. Ça existe, mais c'est pas ça. Ce que vous dites, c'est fondamental. C'est là, c'est ce qui émerge, c'est la vie. C'est quand les choses paraissent stables, d'un seul coup, c'est l'efflux du parfum, c'est le mouvement de la course, c'est l'apparition de la vie en fait. Et en même temps, il y a comme une tension, je dirais pas une contradiction forte entre la naturalité de l'élégance et puis au contraire l'affectation de l'élégance. Tu n'as pas parlé des dandys, tu avais annoncé ça, j'attendais avec joie, je salivais déjà. Baudelaire est extraordinaire là-dessus. Pour Baudelaire, l'élégance ne peut pas être naturelle. Hein. Et Baudelaire dit la nature est laide. J'ai fait souffrir mes étudiants parce que j'étais vraiment un sadique absolu. Hein. J'ai donné ça en sujet de dissertation. La nature est laide et je préfère les monstres de mon invention à la trivialité positive. Je pense que tu connais cette phrase. Et il dit aussi, l'horrible Baudelaire, la femme est laide, c'est pour ça qu'elle se maquille et qu'elle s'apprête, parce que naturellement elle est vraiment épouvantable. Hein. Bon, c'est complètement incorrect, personne ne dirait ça aujourd'hui, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Baudelaire. Hein, donc c'est quand même une belle référence littéraire. Voilà. Je n'ai pas exclu Baudelaire et le dandy pour ce qu'il dit des femmes. D'accord. On aurait pu le penser. Pas du tout. Je n'en ai pas parlé parce que je ne reconnais pas l'élégance dans le dandy. D'accord. Pour moi, l'élégance, elle naît dans le trivial. Voilà. Non, mais ça aurait pu être un contre-exemple parce que c'est effectivement, tu rejettes cette dimension d'affectation et d'hyper-affectation. Voilà. Voilà. Pour moi, ça, je l'ai compris. l'élégance, elle est dans la réalité, dans le réel, dans le toucher. Monsieur disait l'essence. Mais en même temps, tu dis qu'elle peut être quand même un peu construite et un peu élaborée. Oui, mais comme on s'approche par l'esprit, par le cœur, par l'âme du réel, soit on rentre dans le réel et on a peu de chance d'être. Mais comme un prolongement de la nature, quoi. C'est ça, un accompagnement. Un accompagnement, voilà, j'ai compris ça. Comment dire? J'ai compris. Je serais plus du côté de Sartre, du garçon de café. Ah non, ne prononce pas de gros mots devant moi, on s'entend bien. Pour moi, le dandy se fige. Le dandy se bloque. Alors, ni Sartre, ni la sartreuse de charme devant moi, jamais. Et pour moi, c'est pas l'élégance dont j'avais envie de parler avec vous ce soir, cette élégance du dandy. Vous avez parlé de mort, je ne voudrais pas terminer la soirée là-dessus, mais est-ce que le mot de Marie-Antoinette, que tout le monde connaît, excusez-moi, monsieur le bourreau, qui lui a marché, enfin, qu'elle a marché sur les pieds du bourreau, est-ce que ça relève de l'élégance?
Non, c'était pour donner un exemple. Par rapport à la mort dont vous parliez tout à l'heure. Ben voilà, mais vous pensez à ça à ce moment-là. Oui. Non, mais je veux dire, on se dit, et elle pense à cela. Elle pense. Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. Si c'est pas élégant ça, je sais pas. Ça, c'est Louis Non, mais XVI. regardez le chat. Le chat, c'est le modèle de l'élégance, le chat. Ah oui, donc C'est pas la vivacité de la souris, c'est pas le caractère affectif du chien qui rentre dans l'oreille. C'est pas. Le chat, il joue avec les objets, il joue avec l'honneur parce qu'il passe à côté du vase et rien ne tombe. C'est comme le papillon de Whistler, vous voyez, c'est. Par où tu es passé, c'est ça l'élégance. Mais Je vous pose une question, par où tu es passé. si vous le permettez. Oui, Il y monsieur. a un mot que je n'ai pas entendu dans vos exposés successifs. Donc, pour peu qu'il y en ait, pour vous, quelle différence y a-t-il entre l'élégance et la classe? Mais la classe, c'est la classe sociale. C'est la distinction sociale. Non, la part de la classe. Ah ben oui. La classe, c'est l'identification. Pour moi, vraiment. La classe, c'est l'identification par rapport à un niveau social, un statut. Ah non. Personnellement, oui, pour moi, c'est ça. Dans les expressions courantes d'aujourd'hui, on aurait peut-être plutôt tendance à se superposer l'élégance. Malheureusement, mais pour moi, la classe, c'est comme la classe A de Mercedes, quoi. C'est une catégorie. Le chic, la classe, l'élégance. Ah, le chic, c'est pas pareil. Le chic, c'est le chien. Le chic, le Je chien. crois que là, il y a un conflit de génération. Hein. Moi, je suis de l'âge de monsieur, on employait beaucoup le mot classe, il a disparu. Et donc, classe, toi, tu penses à classe A, Mercedes, tu es victime de la pub, alors que moi, je suis d'accord avec monsieur, la classe, c'est l'élégance. Quelqu'un dont on dit qu'il a de la classe, ça n'a rien à voir avec la position sociale, ça peut être quelqu'un de tout à fait très bas dans la hiérarchie sociale, il peut avoir. Non, c'est ça. C'est pas uniquement la hiérarchie sociale, je ne suis pas l'exprimer. C'est pas la marque d'une paire de chaussures ou d'un costume. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire une élégance distinctive. Non pas une élégance qui naît de l'intérieur de la personne et qui émane, une élégance par la distinction par rapport aux autres. Sous-entendu, quand vous dites à quelqu'un, par exemple, et monsieur, voilà, je ne connais pas assez, mais quand vous dites à quelqu'un, qu'est-ce que tu es classe? Sous-entendu, aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Tu es classe pour le distinguer soit des autres, soit de sa manière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? L'élégance a une durée que pour moi, mais c'est ma façon de... Mais on disait même avec monsieur, quand nous étions jeunes, on disait même il est classieux. Hein, ça a encore plus disparu. Alors là. Il est classieux, ça veut dire il est élégant tout le temps, il est classieux, de jour et nuit. J'ai un argument, mais alors l'argument... Allez, vas-y. Rien ne vaut la philologie, je vous l'ai dit. Vas-y. Du latin classis. À l'origine, appelle diverses catégories de citoyens susceptibles d'être reconnus sous les armes. Apocope de classer. Voilà. Oui, mais... Et issu du mot arabe, signifie. Elle est redoutable. Non, mais alors là, c'est. On l'a provoqué, là on va plus. On va morfler tous les deux, je vous préviens. Pourquoi classe pour moi n'est pas élégant? Si en plus ça vient de l'arabe et que ça signifie fini, je ne peux pas accepter personnellement, c'est ma propre pensée, parce que fini ça veut dire que c'est achevé, alors que l'élégance c'est le mouvement et ça se fait au fur et à mesure. Oui, mais enfin, je crois que c'est une question d'usage des mots. Quand on disait Alors si Aldo Machione, si. Mais c'est je préfère quand elle est surfaite comme Aldo. Dans l'idée de classe, il y avait l'idée d'aisance dans le mouvement. C'est quelqu'un qui a de la classe, c'est quelqu'un qui c'est gorgias, qui se déplace avec son manteau, il a de la classe, voilà, et il s'en impose, et il ne fait pas forcément exprès, il ne cherche pas un effet, mais il provoque un effet, voilà. C'est ce que je crois que je préfère Socrate qui traite la oui, politique. mais je sais, ça c'est notre débat permanent. Moi, Socrate, non, il était laid, Socrate, donc c'est fini, il n'y a plus rien à dire, Nietzsche a tout compris. Comment les Grecs qui adoraient la beauté, il fallait être anti-grec et anti-esprit grec pour faire de Socrate un grand homme, alors qu'il était vilain comme un fou, c'est pas possible, copain. Oui, mais séduisant. Oh non. Mais si, il y a des séduisants.
Oui, mais Alcibiade, Et lui, c'est lui par il a des problèmes de sexualité, Alcibiade. Voilà. Oui, bonjour, merci pour ce bel exposé. J'ai juste une toute petite question. Est-ce que la galanterie est une forme d'élégance ou bien est-ce un comportement d'une autre époque tombé un peu en désuétude, alors enfermé dans des codes sociaux, je ne sais pas. Elle l'a dit, hein, que c'était... Tu l'as dit, la galanterie, tu en as parlé. C'est une élégance, mais la galanterie, c'est une élégance attendue. Donc, je voulais vraiment insister sur le fait que l'élégance la plus haute, la plus intense, elle a ce caractère d'imprévisibilité, de paradoxe, de contradiction. La galanterie est fondamentale. Elle est importante, je veux dire, mais c'est une élégance attendue, un geste attendu. Je pense que l'élégance, c'est peut-être la galanterie, mais c'est peut-être aussi le geste auquel on ne s'attend pas. Voilà, le geste auquel on ne s'attend pas. Et qui ravit ou charme parce qu'il est attendu. Mais la galanterie est importante. La galanterie se perd un peu. Beaucoup de sexe. Je ne sais pas le dire. Tout à fait. Après, c'est une question intéressante parce que est-ce que le manque de galanterie, est-ce que le manque des étages inférieurs de l'élégance rend possible son expression la plus haute? Est-ce que si on n'est pas dans cette urbanité les uns les autres, on va pouvoir se donner avec une élégance plus haute? Je sais pas. Là, ça pose un point d'identification intéressant. Oui, Jean-Michel, mais après, je viens d'un répertoire volontiers, j'aimerais que personne. Je suis sûr qu'il y a plein de questions. Après, attention, vous risquez gros, parce que quand vous gardez une question en travers de la gorge, vous allez passer un sale week-end. Faites-vous plaisir. Dites ce que vous avez envie de dire. Voilà, merci monsieur, j'arrive. Non, il ne faut pas retenir, c'est très très dangereux pour la santé. Jamais retenir une question. C'est hyper dangereux. Oui, bonsoir, merci. Oui. Est-ce que Arsène Lupin, Spaghiari, serait légal? Oui. Ah mais oui. Oui, et vous? Qu'en pensez-vous? Dans les gestes qu'ils fait dans leur action, oui. Leur action, oui. Ah non, mais l'élégance n'est pas morale. Enfin, je vais peut-être pas insister là-dessus trop. L'élégance n'est pas, c'est pas... Tout à l'heure, tu disais, Philippe, Kalos Kagatos, le bon et le bon. On est bien d'accord qu'on est dans une scission de l'élégance et de la vérité, de l'élégance et du juste et du bon. Enfin, je veux dire, le crime élégant, voilà. On va pas... C'est pour ça que je parlais du tragique. Quand on voit les tragédies, c'est quand même... Est-ce que Médée est élégante? Eh bien oui. Elle est aussi ignoble qu'elle est élégante. Voilà, dans son ignominie. C'est troublant, mais c'est comme ça. Et ça, voilà. Mais oui, je pense qu'il faut le... Elle n'a pas de valeur morale, l'élégance. D'accord. Je pense. Oui. À moins que ce soit celle de l'art. Tout à l'heure, c'est la différence. À un moment donné, on a perdu cette identité. Et peut-être qu'on a bien fait de perdre cette identité, effectivement, du beau et du bien. Et c'est aussi une forme de libération, c'est-à-dire qu'on a pu aussi mettre de la beauté, de l'élégance dans les actes qui étaient autrefois jugés monstrueux. Et donc, non, il n'y a pas... Oui, puisque j'ai insisté au début, je voulais vraiment vous montrer ce caractère singulier avec Mohamed Ali. C'était cette idée que l'élégance n'a pas de règles, n'a pas de catégorie, c'est pas l'ordre, l'harmonie mathématique. Vous voyez, par exemple, on disait une démonstration élégante, c'est pas uniquement une démonstration vraie ou juste. Elle a quelque chose en plus. Dans les effets, les moyens choisis. L'élégance. En mathématiques, on parle beaucoup d'élégance. L'élégance d'une formule, l'élégance d'une démonstration. C'est au-delà de l'élégance d'une théorie, voilà, tout à fait. Et ça, je dirais que c'est un peu des résidus de l'identité grecque. Hein. Inversement, on dit d'une mauvaise action, on dit à quelqu'un, mais c'est moche ce que tu as fait. Oui. C'est pas bien ce que tu as fait. C'est moche ce que tu m'as fait. Mais même efficace. Donc on emploie le langage esthétique pour parler d'une action. Voilà. Parfois on va dire, c'est pas élégant mais efficace. Moi ce que je voulais voir avec vous ce soir, c'est que élégantiser, élégantiser ou élégantifier, on peut faire efficace et élégant, alors pourquoi s'en priver? Voilà. Mais parce que production,
Et chercher l'effet, tu as dit, c'est pas l'élégance. L'élégance ne cherche pas l'effet forcément, et le résultat. Hein, voilà. Elle l'obtient, mais elle ne le cherche pas. Sinon, je suis dans le travail, dans la pratique, je ne suis pas dans une certaine lourdeur. La pédanterie. Quand je cherche un but, j'utilise des moyens de séduction par exemple, pour prendre cet exemple-là, je suis dans la lourdeur. Hein. On avait fait venir ici une écrivaine qu'on avait beaucoup, Natacha Henry, hein, les hommes lourds, hein, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est un petit chef-d'œuvre, les hommes lourds. La lourdeur, le contraire d'élégance, c'est la lourdeur. Les femmes aussi. Et l'ennemi absolu de la lourdeur, c'est quand même Nietzsche. Hein. Non, là, vous ne pouvez pas contester ça. C'est l'ennemi absolu de la lourdeur. Bonsoir. Pourquoi le noir est l'incarnation de l'élégance? Françoise Giraud. Pourquoi dit-elle que le noir... Je te dis que c'est la sobriété, quoi. Si je partais un peu dans ce qu'on a dit précédemment, peut-être c'est parce que le noir permet justement de ne pas être identifié, une personne qui a du goût va identifier la coupe d'une robe, vous voyez, de tissu, et pas simplement l'imprimer ou la forme, vous voyez, c'est juste le style. Et je pense que Françoise Giraud, qui était une femme extrêmement élégante aussi dans la manière de s'habiller, je pense que le noir, c'est le simple. Il n'y a pas voilà. C'est la forme pure. C'est la forme pure. Après, d'un point de vue métaphysique, le noir, vous ne pouvez pas vous refléter. Ah oui, c'est la mort. On ne se reflète pas dans le noir. C'est ce qui explique que la robe des avocats, la couleur de la robe des avocats. Peut-être, il faudrait chercher. Mais personnellement, c'est cette idée que, voilà, il y a cette non-projection de soi. Est-ce que l'élégance peut-elle être collective? Je vais vous donner un exemple. Messieurs les Anglais, Une équipe de rugby, une équipe de foot, un ballet de danse, oui, je pense qu'on peut œuvrer collectivement dans l'élégance. l'élégance peut avoir une arrière-pensée aussi. Alors, une arrière-pensée. Dans une confrontation collective, je vous citais, messieurs les Anglais tirez les premiers, une connotation guerrière, stratégique qui s'ensuit. Bien sûr. Vous me rencontrez sur ce point-là? Je vous rencontre, monsieur. Je vous rencontre. Après, vous savez que c'est la phrase que vous avez citée, elle est souvent prise comme un exemple extraordinaire de la ponctuation dans le langage, parce que ça peut être « Messieurs, les Anglais, tirez les premiers ». Ça c'est Molière. Ça n'a pas du tout le même sens, hein. C'est Molière. D'accord. Philippe, c'est Molière, ça. Oui, Belle Marquise. Belle Marquise, exactement. Oui, madame, que je connais un petit peu. Oui, bonsoir. De nos jours, j'ai l'impression qu'on entend beaucoup plus parler de style que d'élégance. Quel est votre regard? Alors, le style, je pense qu'on revient à ce qu'on a dit sur la mode, c'est-à-dire à une qualification pratique, une identification commerciale, économique, sociale, un genre, voilà, un genre. On parlait de Coco Chanel au début, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mixe directement, elle androgyne le vêtement, et vous vous souvenez, elle casse cette notion même de genre. Donc le style, c'est vraiment quelque chose qui est identifiable, donc c'est difficile. Si vous me dites style dans le sens quelque chose qui peut être remarquable, remarqué, distingué des autres, vous pouvez dire style dans l'esprit de quelqu'un qui fait quelque chose. Style, par exemple, un style d'écriture. À quoi vous pensez par style? Je pense à l'exemple à laquelle vous avez été tout à l'heure, que vous avez cité, les baskets. De nombreux jeunes pensent qu'avec les baskets, ils ont du style. Oui, mais ça, c'est éternel. C'est pas élégant. Non, mais pas que les femmes, tout le monde. Et depuis tout temps, on pensait que voilà, de rajouter une fleur sur le chapeau, enfin, vous voyez, c'est l'accessoire. Voilà. Peut-être c'est la
l'élégance déteste l'accessoire, je pense. L'élégance a horreur de l'accessoire puisque c'est un tout. Ou alors, il faut que cet accessoire existe en contradiction avec le reste. Et là, c'est élégant. C'est ce que disait, voilà, c'est Flaubert. Vous avez donné Flaubert, vous vous rappelez, quand il dit sur le gilet tout... La toile, voilà. Voilà, la toile vulgaire et la coupe élégante. Voilà, coupe voilà. C'est voilà, un gilet de toile dont la coupe élégante rachète la vulgarité de l'étoffe. Alors l'heure tourne, est-ce qu'il y a une dernière interrogation? Oui, elle est bien réglée, vous avez la dernière question. Oui, bon, je suis là. Oui, je viens de me mettre debout. Non, je le suis, on peut l'être tous les deux si vous voulez. Si vous me voyez, ça m'ira. Je vous vois, je vois que vous... Ai-je bien compris si l'élégance est donc innée, apparemment, et après elle, non, elle n'est pas innée? Je ne pense pas. Non, on a dit avec monsieur qu'elle peut manifester la vie. Elle peut être naturelle, mais Platon, est-ce qu'elle s'acquiert? Oui, je pense. Et celle qui s'acquiert le plus facilement, je pense, ou le plus fondamentalement, c'est celle de l'âme. Merci. Mais c'est pas, comment dire, on est tous dans une, comment dire, s'il y a une élégance de l'âme, elle est innée pour tous. C'est l'autre après qui diffère. Enfin, l'élégance de la vie diffère selon nos moyens, l'élégance des mots diffère de nos intelligences, on n'a pas tous la même intelligence. Enfin, moi je suis toujours touchée par la modestie de l'élégance, je pense aux souliers de Van Gogh. Il n'y a pas de richesse avec l'élégance, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas d'éducation. Bien sûr qu'il y a une élégance qui naît de la culture et de la connaissance, du style, et qui exige effectivement ce qu'on appelle l'urbanité, ou même le travail, voilà. Une silhouette peut être travaillée. Mais l'élégance de l'âme, elle est universelle. C'est quand cette âme, c'est la façon dont cette âme répond à une situation ou à un contexte. Et plus c'est paroxystique, plus c'est intense et puissant, et plus cette âme se dresse, plus elle est belle et élégante. L'humanisme. Ah, il y a une dernière question. L'humanisme, c'est ça. On s'arrêtera parce qu'il faut s'arrêter au moment. Vous avez parlé de la qualité d'esprit qui sait faire beaucoup avec peu. Oui. Je lis mes notes. Le micro. Vous avez parlé de l'art pariétal, de Wim Delvoye, et j'aimerais avoir votre avis sur ce que disait Mies van der Rohe, l'architecte du Bauhaus, qui plaçait au summum de son art le minimalisme en disant « less is more ». Est-ce que depuis cette façon de procéder en art, on est encore capable de faire des productions élégantes? Beau cadeau pour la fin. Tu ne pars pas sans rien, hein? Il faut quand même que tu répondes, Valérie. C'est pas élégant ça, Philippe. Ah ben oui, mais si je ne lui mets pas un peu de pression, elle n'appellera plus jamais son maître. Alors, il y a quand même des nécessités absolues. Je préfère l'élégance de la nudité de celle de la vie. De la nudité, du corps. Et je pense que less is more, c'est se défaire. Ce que je trouve fantastique en architecture, que je connais très mal, en design, c'est cette capacité de condenser à un moment soit dans un espace restreint, soit dans un objet restreint, le fondamental. Il y a quelque chose monsieur parlait de l'essentiel tout à l'heure, de l'essence et de l'essentiel. Je l'entends comme ça, cette élégance dont vous me parlez, madame, c'est-à-dire allons à l'essentiel. Voilà. C'est pas du tout comme, vous voyez, je sais pas, j'ai en tête par exemple l'architecture fasciste, l'architecture totalitaire. Non mais vous voyez l'idée que je veux dire, c'est-à-dire que le colossal, et l'inverse c'est le minimal. Et je suis bien sûr, voilà, pour le minimal.
les architectes du barreau, ça, les nazis. Comment? Les nazis ont chassé les architectes. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est pour ça, je veux dire, je serai toujours du côté du minimal, parce que c'est une sorte, je pense qu'ils parviennent à condenser, du coup, l'essentiel. Alors, merci pour votre question, parce que ça fait une belle transition avec demain, vous serez tous présents. Si vous visitez, en plus de venir nous écouter, Valérie, Virginie et moi à l'exposition, vous verrez qu'il y a un plasticien, ou je crois que c'est une plasticienne, qui a retravaillé l'idée du jardin japonais, du jardin zen, en le tirant de notre côté à nous. C'est tout à fait intéressant. Moi, peut-être que je lui aurais donné le premier prix si je n'ai pas été au jury cette année, mais je n'aurais pas forcément imposé quoi que ce soit, je ne l'ai jamais fait. Mais vous verrez que c'est extrêmement intéressant. Et la sobriété, c'est pour ça, toi qui aimes tant le Japon, hein, la sobriété du jardin zen, qui est extraordinaire, et il y a une élégance. Je crois que si le Japon nous attire à ce sens, autant, presque tous, on est attirés par le Japon quand même. Tous les gens qui sont allés au Japon, mon fils est allé il n'y a pas très longtemps, il me disait on n'a nulle part au monde une impression de dépaysement aussi total que quand on arrive au Japon. On entre dans une autre dimension, dans une autre culture, et il y a une élégance au Japon, dans le dessin aussi, dans les souliers, dans l'urbanité, dans la manière, dans le vêtement. Je crois que c'est un peuple extrêmement élégant, et même, ça rejoint ton exemple initial de Mohamed Ali, même dans les arts martiaux et dans la violence, il y a une élégance gigantesque, l'élégance du sumo, l'élégance du tireur à l'arc, voilà. Donc il y a une élégance japonaise qui est fascinante pour nous, hein, et on a l'impression qu'on en est très très loin quand même. Comment? Oui, non, il y a une élégance extraordinaire. Même dans le jardin sec, juste pour finir là-dessus, je ne sais pas si vous voyez, quand ils font le jardin sec, vous avez donc toujours ce nombre impair de rochers, et vous avez un rocher qui doit peser 300 kg, 400 kg, d'accord, qui est au milieu, donc qui est disposé dans le jardin de gravier, et vous avez des ronds autour du rocher, vous êtes d'accord? Et dans l'expérience de méditation, en fait, vous vous rendez compte que vous travaillez on en parlera demain, j'essaierai de vous en parler demain, du paradoxe entre mouvement et immobilité. Et comme elle vous donne envie de venir demain, elle est très très forte. Hein. Et l'élégance de ce rocher, en fait, on comprend que les ronds autour de lui sont comme les ronds, vous savez, qui font l'eau quand on jette. Les ronds dans l'eau. Mais c'est juste, waouh! Et voilà, c'est impossible, il fait 300 kilos, c'est impossible, mais du ciel, peut-être. Et peut-être. Peut-être que oui. On applaudit Valérie encore très fort. Et comme vous n'avez pas encore suffisamment goûté Valérie, vous allez la goûter à nouveau demain après-midi. Voilà.